Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, mon avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Et le week-end? Oui, tranquille. Tu as fait quoi le week-end? Le week-end, j'ai regardé Le Dernier Voyage de Déméter. C'est un film sur Dracula. Je l'ai trouvé pas trop mal. Et puis j'ai terminé la saison 2 de Preacher. Et j'ai commencé un spin-off, une série encore de, Jean-Paul, de Star Wars. Tu ne lis plus comme avant. Si, je lis sur... tu n'écris plus, Jean-Paul. Tu es un écrivain. Non, j'écris dans les journaux. Mais ça, c'est pas là où c'est pas le terrain où on t'attend. Tu es un J'écris. producteur d'œuvres. Oui, j'écris. C'est juste que je ne suis pas encore un peu à mon avis, dans les bonnes conditions pour produire une œuvre littéraire. Mais pour le moment, je suis occupé ailleurs. Donc, j'écris régulièrement pour des journaux. Et donc, les gens peuvent me lire, notamment sur Enoromi. Et puis, il y a aussi un autre magazine qui devrait paraître qui s'appelle EcoGab Plus, qui est aussi un magazine dédié à l'économie gabonaise qui fait la promotion aussi des projets économiques qui sont développés dans le pays. D'accord, ok. L'actualité internationale est marquée par l'attaque du Hamas. Oui, évidemment. C'est vraiment l'actualité qui défraie la chronique actuellement. Pourquoi? D'abord, par l'ampleur de l'attaque. Pour ceux qui s'intéressent un peu à ce qui se passe dans le Moyen-Orient, notamment dans le conflit israélo-palestinien, il faut savoir qu'une telle attaque, ça remonte à 1967, quasiment à la guerre du Kippour, c'est-à-dire voir véritablement l'État d'Israël assiégé de la sorte. Moi, personnellement, de mémoire d'homme, je n'ai jamais vu ça. J'étais, comme un peu la plupart des spécialistes, un peu habitué à des petites incursions comme ça, là, des Palestiniens, d'un côté, notamment du côté de la bande de Gaza. C'était encore moins acceptable, prévisible, dans la mesure où, quand vous regardez la carte, la bande de Gaza est totalement fermée. Le seul point de passage, il y a des points de passage entre Gaza et Israël et le point de passage avec l'Égypte. Donc, toute la frontière entre Israël et la bande de Gaza est très surveillée et toute la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza aussi est très surveillée. C'est du moins ce que l'on croyait jusqu'à samedi. Pourquoi ? Parce que, évidemment, Israël, jusqu'à présent, était considéré comme le pays qui avait l'un des systèmes de défense les plus sophistiqués du monde, avec toute une technologie, que ce soit en matière de protection, tout ce qui est missiles, notamment les roquettes qui étaient régulièrement tirées de la bande de Gaza par le Hamas ou le djihad islamique. Donc il y avait un système, ce qu'on appelle le dôme du tonnerre, donc un système de missiles sol-air qui sont là pour intercepter toutes les roquettes. Sur le sol, il y a un mur qui longe toute la frontière entre la bande de Gaza et Israël, avec des points de sortie qui sont ultra protégés. On pensait que ce mur-là était infranchissable. Et puis, au niveau du renseignement, il faut savoir que le Mossad ou le Shin Bet, le Mossad qui est le service de renseignement extérieur israélien et le Shin Bet qui est le service de renseignement intérieur, ce sont des services qui sont très densifiés, qui sont bien implantés. Le Shin Bet, par exemple, on sait qu'il a infiltré les réseaux de résistance palestinienne, que ce soit en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Et le Mossad aussi intervient notamment dans des réseaux de résistance qui sont, par exemple, en Syrie ou au Liban. Donc, on pensait jusqu'à samedi que Israël, véritablement, en matière de sécurité, il n'y avait pas de meilleur système au monde. Malheureusement, on n'a pas, à mon sens, été suffisamment vigilant sur les leçons de l'histoire. Parce qu'il faut bien comprendre que, en réalité, le Hamas a pu organiser cette attaque extraordinaire pour d'abord une raison. La première raison, c'est que on a un État qui est Israël qui s'est un peu endormi sur ses lauriers. C'est-à-dire que il faut partir de 2020. À partir de 2020, il y a eu ce qu'on appelle les accords d'Abraham. C'est-à-dire que pour la première fois, l'État hébreu va signer des accords avec des pays arabes, en l'occurrence Bahreïn et les Émirats arabes unis. Et puis par la suite, on a vu le Maroc et le Soudan rejoindre les pays arabes qui ont décidé de normaliser les relations
avec Israël. Il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y avait qu'un seul pays en réalité qui avait des relations normales avec Israël, c'était l'Égypte. C'était en 1980, notamment lors de la visite historique de Anwar el-Sadat en Israël, où il avait fait un grand discours à la Knesset, où il avait appelé, si tu veux, à la paix entre pays musulmans et Israël, et ça lui aura coûté la vie, puisqu'au retour de là-bas, il aurait été victime d'un attentat. Et donc, à partir de là, il faut savoir que aussi, en 1994, les accords d'Oslo avaient suscité énormément d'espoir de la part de la communauté internationale. Ça avait abouti à la reconnaissance par Israël d'un État palestinien et par les Palestiniens d'un État hébreu. Maintenant, la question, c'est que sur le papier, sur les textes, il y avait bel et bien un État palestinien. Restait à discuter de quelles sont les frontières de cet État palestinien avec celui de l'État d'Israël. Même si, en 1994, on avait abouti déjà non seulement à la reconnaissance mutuelle de l'existence de l'autre entre Israéliens et Palestiniens, mais on avait aussi abouti de la part de la communauté internationale au fait que les deux États devaient vivre côte à côte de manière pacifique. Or, depuis 1994, beaucoup d'eau ont coulé sous les ponts. Les principaux acteurs des accords d'Oslo sont tous morts. Yitzhak Rabin a été assassiné quelque temps après. Yasser Arafat avait été phagocyté notamment par Ariel Sharon en 2008, ce qui avait fait que malheureusement lui aussi il n'avait pas pu réaliser son rêve de véritablement mettre sur le papier un État palestinien. Et donc depuis lors, on a assisté non plus à un recul, à une avancée concrète sur le terrain des accords d'Oslo, mais plutôt à un recul. Pourquoi ? Parce que il y a eu déjà une espèce de je peux dire quoi ? En quelque sorte, Israël, en fait, les gouvernements successifs, notamment celui de Benjamin Netanyahou, ont tout mis en œuvre pour empêcher la création sur le terrain d'un État palestinien. Sur le papier, il y avait un État palestinien, mais sur le terrain, il n'y en avait pas. Deuxièmement, ils ont amplifié les colonisations depuis environ 7-8 ans. Et particulièrement à la suite de la signature des accords d'Abraham, qui visaient non seulement à normaliser les relations avec des pays arabes, mais aussi à isoler davantage les leaders palestiniens ou la Palestine. Et donc là, ça n'a fait qu'en réalité renforcer, si tu veux, la volonté des groupes extrémistes palestiniens, notamment le Hamas et le djihad islamique. Et puis aussi, à l'intérieur, on a divisé pour mieux régner. On a divisé les territoires occupés en deux, avec une autorité palestinienne dont l'influence ne s'arrête que dans les frontières de Cisjordanie, et encore dans ces frontières de Cisjordanie, avec la multiplication des implantations des colons, cette influence et ces territoires ne cessent de rétrécir, avec tous les événements que l'on a cessé de décrire, avec des attentats de la part des Palestiniens et aussi des attaques en riposte de la part des Israéliens. Et d'un autre côté, on a une bande de Gaza aussi, dont les Israéliens se vantaient également encore de les avoir divisés, notamment en exacerbant les tensions entre le djihad islamique et le Hamas, qui sont les deux principaux groupes qui sont dans la bande de Gaza, notamment depuis 2008, après les élections générales de 2008, remportées par le Hamas. La communauté internationale avait dit, nous on reconnaît le Fatah parce qu'ils ont gagné en Cisjordanie, mais on ne reconnaît pas le Hamas parce qu'ils ont gagné dans la bande de Gaza. Et ça a été encore pire, parce que ça a non seulement divisé les Palestiniens, mais en plus ça a totalement amoindri le pouvoir de l'autorité palestinienne. Et aujourd'hui, on a un Mahmoud Abbas qui est déjà à la fin de son règne. Il n'est totalement plus influent sur le terrain, son pouvoir n'a quasiment plus d'aura, et en plus son administration est gangrénée par la corruption. Donc c'est dans cet état délétère là de la part de l'autorité palestinienne que Israël en plus a décidé de pousser le pion un peu plus loin en multipliant les implantations. Il faut savoir que même les territoires sur lesquels Israël s'était entendu de ne pas installer d'implantation, Benjamin Netanyahou de manière unilatérale n'a cessé de revenir sur ces accords-là en multipliant, si tu veux, les implantations, notamment en Cisjordanie. Et sans oublier,
On a aussi assisté ces dernières années à des scènes totalement ahurissantes. On se rappelle en décembre 2022, le fait que les forces armées israéliennes avaient pénétré notamment à Jérusalem sur la place des mosquées. Ils avaient pénétré dans la mosquée Al-Aqsa, qui est quand même un des lieux saints de l'islam. Donc tout ça, il y avait un certain nombre d'actions qui, à mon sens, ne sont pas allées dans le sens de l'apaisement, mais plutôt ont renforcé les radicaux dans les deux camps, aussi bien chez les Israéliens que chez les Palestiniens. Donc, cette multiplication des implantations, cette volonté à chaque fois d'asphyxier l'autorité palestinienne, de la couper de son territoire, de ne pas lui donner les moyens existentiels. Il faut savoir que l'économie palestinienne dépend à 100% d'Israël. C'est Israël qui collecte les taxes au nom de l'État palestinien et qui reverse la quote-part qui correspond, qui est destinée au gouvernement palestinien. C'est Israël qui gère tous les points d'entrée de passage, toutes les denrées alimentaires, le carburant, etc. Donc, tout ça fait qu'en réalité, même si on a un État palestinien sur le papier, qui est reconnu par la communauté internationale, mais dans les faits, cet État-là n'a pas tous les attributs qu'a un État normal en termes qui peut lui permettre de fonctionner, n'a pas une police efficace, n'a pas des douanes efficaces, n'a pas un système d'impôt efficace, donc en réalité n'a pas une véritable administration. Et donc tout ça fait que d'année en année, les choses se sont renforcées. D'un côté, on a un État israélien qui se sentait de plus en plus fort, soutenu en cela par les Américains, parce qu'aucune résolution ne pouvait être prise contre Israël pour la contraindre à respecter ses engagements dans les accords signés avec les Palestiniens d'un côté, et d'un autre côté, on a un État palestinien qui était non seulement phagocyté et isolé par Israël, mais dont on avait aussi l'impression à la suite de la signature des accords d'Abraham que d'autres pays arabes allaient emboîter le pas. Et en réalité, ce n'était pas le cas, puisque dans les faits, lorsque l'on regarde l'évolution sur le terrain entre 2021 et 2023, en réalité, qu'est-ce qui avait évolué en termes de relations entre les pays arabes les pays arabes signataires de l'accord d'Abraham et Israël? C'est tout simplement le fait qu'il y a eu une augmentation des échanges économiques. Mais dans les faits, ni les opinions publiques, ni les classes politiques, en réalité, ne voulaient de ce rapprochement entre Israël et les pays arabes. Et donc, derrière ça, on a d'un côté un État israélien qui est de plus en plus puissant, qui a en quelque sorte qui a une mainmise territoriale très forte, qui a évidemment un système de défense que l'on pensait quasiment infaillible, puisqu'en face, on n'a pas une véritable armée au sens où l'on entend une armée régulière avec des régiments, une infanterie, des blindés, une aviation, etc. Donc, il y avait une telle déséquilibre en termes de force militaire sur le terrain qu'on avait l'impression que, en fait, les Palestiniens n'avaient pas la capacité de pouvoir frapper, marquer un coup aussi fort que celui qui s'est produit samedi dernier. Et donc, derrière de ce fait-là, il faut aussi observer que depuis 3 ans, en réalité, du fait du renforcement des implantations en Cisjordanie, on a assisté petit à petit à un allègement du système sécuritaire au niveau de la bande de Gaza. Ça, c'est aussi un autre facteur extrêmement important. Et puis, le dernier sur lequel je vais m'appuyer, c'est la manière dont cette attaque a été faite. C'est la première fois que, à la fois, le sol, l'air et la mer sont attaqués en même temps par les Palestiniens. Et dans cette attaque globale, il faut bien comprendre qu'ils ont commencé par lancer un nombre de tirs très important de roquettes. On estime entre 2500 et 5000 roquettes. Puis, ils ont attaqué les plus différents points de passage à la frontière entre Gaza et Israël. Et en même temps, ils contournaient par la mer pour directement atterrir sur les plages israéliennes et attaquer directement les populations là. Et puis derrière, le nombre de morts est quand même spectaculaire. Près de 700 morts, dernier chiffre officiel. Et de nombreux otages ont été récupérés par le Hamas et le djihad islamique. Le Hamas cite une centaine d'otages, le djihad islamique cite environ 63 otages. Il faut comprendre que
Pourquoi est-ce qu'ils prennent des otages? Eh bien, il faut savoir que les otages sont des monnaies d'échange. On se rappelle de ce soldat israélien qui avait été détenu pendant 5 ans par le Hamas et que les Palestiniens avaient pu échanger contre 1 millier de prisonniers palestiniens. Il faut savoir que selon Amnesty, selon Human Rights Watch, il y a environ 4500 Palestiniens qui sont dans les prisons. Donc, les Palestiniens, ils ne vivent qu'à Gaza. Non, ils vivent en Cisjordanie et à Gaza. Ce sont 2 territoires, ce qu'on appelle les territoires. Palestine. On m'a montré la même carte que j'ai tapé Israël. Non, c'est-à-dire que, voilà, c'est parce que en dehors de la bande de Gaza, où les frontières sont clairement établies, mais pour ce qui concerne la Cisjordanie, il n'y a pas de frontière encore clairement établie. Pourquoi? Parce que, évidemment, du côté des Israéliens... Donc, pour Google, la carte de la Palestine et la carte de l'Israël, c'est la même chose. Oui, c'est la même chose, parce que comme il n'y a pas de frontière, légalement reconnue par les 2 parties et par la communauté internationale, il n'est donc pas possible aujourd'hui de dire où s'arrête l'État d'Israël, où s'arrête l'État palestinien. Et c'est sur cette ambiguïté-là que le gouvernement de Benjamin Netanyahou n'a cessé de jouer et en multipliant les implantations. L'objectif, c'est de créer une espèce de déséquilibre démographique. Donc là, le plus fort prend l'espace. Voilà, c'est-à-dire qu'on crée un déséquilibre démographique pour être dans une situation d'occupation de fait. C'est-à-dire qu'on est déjà là et puis donc on ne part plus. Donc en multipliant les implantations, on multiplie les familles, les installations de colons et donc on justifie une occupation de fait pour que si demain il y a des négociations, eh ben, l'État d'Israël soit capacité de dire qu'elle n'a pas les capacités de déloger ces citoyens-là qui sont déjà là. Et donc, c'est en fait ça. Or, derrière, évidemment, il s'agit donc pour les Palestiniens, au cours de cette attaque, d'abord, de montrer que les accords d'Abraham, parce qu'il faut savoir que l'un des enjeux aussi était une normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Et si ça aurait abouti, ça aurait été un grand coup pour les Israéliens. Quelle est la position des communautés internationales? Les États-Unis s'est prononcé, l'ONU s'est prononcé. Les Occidentaux, comme d'habitude, c'est toujours le même discours. L'ONU a condamné les attaques, a condamné la violence, a condamné les prises d'otages, mais n'a pas condamné aussi la riposte israélienne. Elle a condamné les attentats et les attaques palestiniennes. Malheureusement, la communauté l'ONU n'a jamais condamné les implantations israéliennes qui sont, à mon avis, à l'origine de le problème de fond qui justifie en fait de la part du Hamas ces attaques-là. Et puis, troisièmement, il faut savoir que les Américains, bien entendu, avec les Occidentaux, soutiennent Israël. D'un autre côté, on a les opinions publiques arabes, même si c'est à la différence des pays occidentaux, les opinions publiques ne pèsent pas sur les décisions, mais on a les opinions publiques arabes qui soutiennent la Palestine. On a vu des scènes de liesse, que ce soit à Sanaa au Yémen ou même en Syrie ou en Jordanie. Mais il faut savoir que l'Iran a évidemment défendu le Hamas, a salué l'attaque du Hamas. Il faut savoir que l'Iran est évidemment un soutien conditionnel du Hamas et du djihad islamique. Et donc, ils estiment que, évidemment, c'est une réussite totale de la part d'Israël. Mais c'est aussi compréhensible parce que l'Iran et Israël sont ennemis jurés. Et donc, l'Iran n'a toujours pas reconnu l'État d'Israël. Et l'Iran a inscrit dans sa constitution la destruction de l'État d'Israël comme étant un but. Voilà. Donc, c'est un peu la même position en termes de soutien de part et d'autre. Chaque parti affûte ses armes, mais ce qui est clair, c'est que cette attaque va non seulement remodeler à l'intérieur d'Israël tout leur système de défense, qui doit être totalement revu, même si on sait que d'un point de vue politique, pour le moment, c'est l'union sacrée autour de Benjamin Netanyahou, parce que les Israéliens considèrent que l'attaque, c'est une attaque de guerre, et donc ils sont de facto en guerre contre la bande de Gaza, pas contre toutes les Palestiniens, mais contre la bande de Gaza. Et puis après, derrière, ils feront des comptes. Mais d'un point de vue politique, même si le prix humain est élevé de la part du Hamas et du djihad islamique, il faut quand même constater que d'un point de vue militaire et d'un point de vue politique, cette attaque-là a énormément porté de ses fruits. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine qui revenait donc sur la situation au Moyen-Orient dans l'Uda Fresh Morning. Restez connectés sur l'Uda Fresh Morning, on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.